Dès le XVIIe siècle, la Réunion, qui se nommait alors Bourbon, était beaucoup plus réputée pour l'abondance de ses eaux douces que pour ses lagons. Si l'île n'est plus un point d'escale sur la route des Indes, ses rivières façonnent toujours les paysages et rythment le quotidien des Réunionnais. Ici, des histoires d'eau fascinantes naissent au pied de pitons en sommeil ou bien éveillés. Leurs courants limpides sont source d'études, de bien-être, de production d'énergie et d'exploits. Les débits des cours d'eau suscitent des vocations, des passions et toute l'attention des scientifiques. Cette fascination partagée met en lumière une compétition millénaire entre eau et lave. Bienvenue au cœur des rivières réunionnaises. Entre ciel et terre, dans les hauts de la Réunion, la plaine des Sables, aride, est un site d'observation extraordinaire pour qui veut comprendre les mystères de l'eau. Là, on est sur la plaine des Sables, hein, et ici, on a les records mondiaux de pluviométrie. Juste un peu plus loin, là-bas, on a 16 mètres qui ont été enregistrés sur une année. Quand on sait que dans la région parisienne, c'est 1 mètre. L'hydrogéologue Jean-Lambert Jouin propose une première découverte de ce site des extrêmes à Alix-Toulier. Spécialiste en volcanologie, il vient d'intégrer le laboratoire de géosciences de l'Université de Saint-Denis. Ici, à 2260 mètres, dès le début de matinée, l'air chaud et humide de l'océan s'élève le long des pentes du volcan. Entre 1500 et 2000 mètres, la condensation provoque la création de cumulus qui grossissent en prenant de l'altitude. C'est ce qui s'appelle le phénomène de convection. Résultat, ici les journées sans précipitation sont rarissimes. Pourtant, ce décor reste paradoxalement désertique. Ici, on est sur des volcans boucliers. Donc on voit bien que la pente de l'ancien volcan, elle tend à diriger les écoulements vers le rempart de la caldeira. Donc toutes les eaux qui viennent s'accumuler ici, elles s'infiltrent, comme dans une éponge en fait. Donc ça, c'est quelques mètres d'accumulation de ces particules. Dessous, on retrouve les accumulations de coulées volcaniques, donc très récentes, donc basaltiques, donc très perméables. Et ça va descendre entre les fissures des roches et ça descend à toute vitesse. Il y a quelques années, Jean Lambert a ausculté avec précision le sol sous leurs pieds. Le chercheur a pu déterminer que les eaux de pluie s'infiltrent jusqu'à d'immenses nappes à plus de 1000 mètres de profondeur. Ces eaux souterraines ressortent ensuite du massif du Piton de la Fournaise. Elles donnent ainsi naissance à la rivière de l'Est d'un côté de la plaine et à la rivière Langevin de l'autre. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'on est sur une sorte de château d'eau finalement, ce volcan? Tout à fait. Et la Fournaise, c'est du fait qu'il y a moins de population autour de ce volcan, on peut dire que c'est le réservoir d'eau de la Réunion. Donc là, une première goutte arrive, alors que nous étions au soleil il y a quelques instants. Ouais, tu vois, tout à l'heure on a vu les premières nappes de brume, et là c'est les nuages. C'est vraiment la pluie qui va arriver et je pense que je ne vais pas tarder à sortir mon parka parce qu'on va se prendre quelque chose. Mais on est bien dans la logique du château d'eau. Alors que là, on n'est pas au sommet du volcan. Si on continue de monter un peu, on va se retrouver au-dessus de cette zone de nuages et au final,
il pleut moins sur le sommet lui-même que sur cette zone. Mais en fait, on a un gradient pluviométrique qui passe par un maximum à peu près à ces altitudes, à cette altitude de la plaine des Sables. Voilà. Les preuves que des eaux souterraines ressortent en contrebas de la plaine des Sables s'observent dans le haut du canyon de la rivière de l'Est. Cette immense entaille, réputée inaccessible, est située sur le versant nord-est du volcan. Le seul moyen pour atteindre le lit de la rivière est en fait un tunnel. Percé au cœur du sous-sol volcanique, et réservé à des équipes de maintenance, il conduit à une station qui capte une ressource énergétique précieuse. Pour Emmanuel Aubourg, responsable de production, et Arnaud Rivière, ingénieur d'exploitation d'EDF, l'accès à ce site répond à des normes de sécurité dignes d'un sous-marin. C'est une porte étanche et qui permet d'éviter que cette zone soit submergée par de l'eau qui peut potentiellement être derrière la porte étanche. C'est un site qui est inaccessible. Le seul moyen d'accès, c'est la galerie qu'on a traversée, donc une galerie de 5 km, qui fait que ça reste très compliqué de faire de la maintenance. Et il faut imaginer qu'on est au pied du volcan, à 2 ou 3 km du volcan, et que les eaux qu'on rencontre ici sont les eaux qui sont tombées au niveau du volcan. Ces eaux vives, qui dévalent en torrents ou cascades, remplissent ce bassin cristallin. Mais en cas de fortes précipitations ou de périodes cycloniques, la situation peut être beaucoup moins idyllique. On a une prise d'eau qui a une capacité de captage maximale de 8 mètres cubes par seconde. En d'autres termes, ça correspond à 8000 bouteilles d'eau d'1 litre qui peut être remplie en 1 seconde. Donc là, pour avoir une comparaison, il faut savoir qu'en période de crue, on peut atteindre jusqu'à 200 mètres cubes par seconde. Et là, c'est toute la prise d'eau qui est submergée. Ainsi, des blocs de plusieurs tonnes se retrouvent propulsés sur les structures de protection de la prise d'eau. Ici, la soudaineté et la force avec lesquelles les eaux peuvent dévaler depuis les remparts, ces falaises abruptes qui délimitent la plaine des Sables, peuvent être inouïes. Alors, dès qu'une violente averse débute, les lieux doivent être évacués immédiatement. Les eaux détournées depuis la rivière de l'Est débouchent à 800 mètres d'altitude, au-dessus de Sainte-Rose. Tout ce débit vient alimenter un système de retenue d'eau colossal, parfaitement adapté au milieu volcanique et supervisé par Jean-François Gauvindin. Là, on est vraiment sur un plan volcanique, c'est-à-dire juste en amont, on a le volcan. Ici, on a un sol vraiment rocheux, donc l'eau s'infiltre. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces 4 citernes, ces 4 réservoirs, avec une capacité de 25 000 m3 chaque réservoir. Donc si on aurait fait un bassin naturel, donc ça n'aurait pas marché, puisque l'eau va infiltrer par rapport à la roche volcanique. La gestion de remplissage de ces immenses citernes fluctue en fonction de la demande quotidienne en énergie électrique des habitants de l'île. Sur 24 heures, on aura 2 mouvements, c'est-à-dire le soir, on remplit, le matin, donc les réservoirs seront pleins, et puis le matin, on va vider. On va vider les réservoirs, puis l'après-midi, on va remplir les réservoirs pour la pointe du soir, donc vers 19 h, donc les 4 réservoirs seront pleins, et puis à partir de là,
On met la puissance à fond sur la centrale et là on va faire descendre le niveau des réservoirs jusqu'à environ 23 heures. Et 23 heures pareil, donc on recommence, c'est-à-dire on remplit les réservoirs pour le matin. Ainsi, à travers l'île, le château d'eau du Piton de la Fournaise approvisionne en hydroélectricité plus de 80 000 foyers. Plus au sud, prenant aussi naissance au niveau de la plaine des Sables, démarre l'impressionnante entaille de la rivière des Remparts. Ces eaux vives sont un sanctuaire de la vie sauvage. Pour remonter ce long et large canyon, il n'y a qu'une piste extrêmement chaotique. Là, on va dire, dans les conditions comme on est là, il faut compter 1h30, 2 heures pratiquement pour remonter là. Pour 12 km. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la pêche? Le terminus, c'est le hameau, ou plutôt comme on dit ici, l'îlet de Roche-Plate. Un bout du monde, à moitié caché dans une forêt de filao, et le point de départ pour des adeptes de la pêche sportive. Johnny Maillot est garde de la faune aquatique. Pascal Mitois est un expert quand il s'agit d'être dans le sillage des plus belles truites arc-en-ciel de l'île. Ça y est, enfin la rivière. Tu as vu là l'eau un petit peu, coloré, quand même, un peu jaunâtre, hein? Il a dû pleuvoir hier. Pour parcourir à contre-courant ce sanctuaire de la truite sauvage, les deux compagnons qui pratiquent des techniques de pêche différentes se séparent. Pascal est un adepte de la pêche à la mouche. Il recherche des eaux peu profondes où il y a du courant, en visant des coins qu'il connaît bien. Là, c'est l'endroit où j'ai fait la plus grosse truite à La Réunion, c'est juste là, juste ici. On va essayer, on va voir. J'espère qu'il y aura une belle truite. Dans cette partie de la rivière des Remparts, il ne faut pas attendre longtemps pour le savoir. Je vais la mesurer. Elle fait 24 cm, elle est à l'état réglementaire. Je vais la garder, ça nous fera un bon repas pour ce soir. Les truites à La Réunion sont vraiment excellentes. Des truites sauvages comme ça, c'est super bon à manger, elles ont une très très belle couleur. On va fouetter, on va lancer à 7, 8, 10, 12 mètres. Très délicatement, poser la mouche en surface et imiter en fait un insecte qui tombe à l'eau. La truite, elle a les yeux orientés vers le haut et elle va venir gober l'insecte en surface. Et quand elle gobe, on n'a même pas une seconde pour ferrer. C'est la partie délicate parce que comme on pêche en surface, on a un fil très très fin, 12 centièmes ou 14 centièmes, voire plus fin. Et donc la truite a toutes ses chances. Pour s'échapper, celles qui tombent sur la ligne de Pascal en ont nettement moins. Son habileté et sa rapidité font mouche à chaque fois. Pendant ce temps-là, Johnny aborde des rives où les eaux sont plus calmes, plus profondes, à la recherche de bassins pour lancer sa cuillère. Allez. Ah. Belle truite. Un beau poisson.
fait 20, 28, bien 28 cm. C'est une taille où le poisson il a au moins reproduit une fois pour pouvoir avoir des générations futures, pour pouvoir pêcher plus tard. Donc voilà, hop, et voilà, on remet à l'eau. Johnny relâche toujours ses prises. En garde-pêche attentionné, il vérifie la bonne santé des truites. Les premières sont arrivées dans les rivières à une période où la famine menaçait dans l'île. Cette truite, pour l'histoire, elle a été introduite par l'ONF dans les années 40 pour repeupler un petit peu les parties hautes des rivières qui avaient plus de poissons dedans. Donc ces poissons qui se sont acclimatés sur certaines portions de rivière où elle se reproduit. Donc voilà, c'est l'un des rares sites où on a la reproduction naturelle de la truite arc-en-ciel. De son côté, Pascal est toujours aussi efficace. Juste un petit coup, voilà. La truite est vraiment magnifique. Elle a une belle robe noire. Et elle est à la maille, mais bon, je vais la rejeter. Pour respecter les quotas journaliers sur cette rivière, l'expert a droit à 4 truites de plus de 20 cm. Mais sa pêche pour le plaisir a été beaucoup plus prolifique. Les truites ne sont pas très grosses, mais bon, par contre, ce qui est bien, quand on pêche en métropole, on peut espérer de la journée faire 7-8 truites. Là, en 1h30, j'en ai fait entre 10 et 15. Après, par contre, le temps, alors ce matin, dans la ravine, il faisait frais. On est arrivé, il faisait un peu froid. Après, il a fait très chaud. Et là, bientôt, on dirait qu'il va pleuvoir. C'est la Réunion. C'est la montagne. La température de l'eau reste ici beaucoup plus stable et dépasse rarement les 20 degrés. Allez. Un bain tonifiant avant le retour à la civilisation. D'autres eaux sur l'île apportent de véritables bienfaits à notre santé. Comme dans le cirque de Sillaos, où les rivières ont taillé des gorges et des canyons majestueux. Bordés par les plus imposants sommets de l'île, ici, chaque aube devient féerique. Autour du village de Sillaos, dans cet ancien cratère aujourd'hui verdoyant, des sources de toute nature abondent. À 1200 mètres d'altitude, dans le vallon du bras des étangs, coule une rivière où le culte pour les eaux de Sillaos est né il y a 2 siècles. Pour y accéder, il faut prendre un chemin un peu secret, bien connu des natifs du village, comme Jean-Maurice Maillot. Pas à pas, on s'enfonce dans un vallon sauvage où il y a plus de 2 siècles, des marrons, des esclaves évadés et pourchassés, sont venus se cacher, trouvant près de ce bassin un peu de réconfort. Il faut savoir que ces sources-là ont été découvertes par les esclaves en fuite. Et je suppose que cet endroit-là était très fréquenté et habité même avant les premières habitations, parce que les esclaves, les anciens, avant nous, savaient que cette eau-là était magique et ce lieu était magique. À la demande du gouverneur de l'île, Bernard Milius, les pouvoirs curatifs de ces eaux sont scientifiquement reconnus dès 1819. À cause des difficultés d'accès, c'est seulement 3 décennies plus tard qu'un centre thermal sommaire est ouvert pour quelques initiés ou privilégiés. Avec l'abolition de l'esclavage en 1848, donc c'est à ce moment-là qu'on a su développer un petit peu le village. Parallèlement, il fallait ramener du monde sur Sillaos, il n'y avait pas de route parce que la route qui mène
Elle est récente, elle date de 1932. On a mis 8 ans à la construire de 1924 à 1932. Donc bien avant, c'était depuis Saint-Louis qu'on transportait des personnes aisées en chaise à porteur jusqu'à Sillaos. Pour préserver cet Éden des afflux de randonneurs, Jean-Maurice espère qu'il restera le plus longtemps possible hors des sentiers battus.